Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Indispensable dédié à la représentation des troubles 10 dans le parcours scolaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Liébard, psychomotricienne, pour nous aider à mieux comprendre les différents troubles 10 et leur impact sur les apprentissages. Merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et nous expliquer votre métier ? Oui, merci, bonjour. Donc oui, Valérie Liébard, je suis psychomotricienne. Et alors moi, je travaille depuis 25 ans dans un CMPP, Centre médico-psychopédagogique. Nous recevons des enfants de 6 à 18 ans qui sont scolarisés normalement à l'école et qui sont souvent adressés d'ailleurs par l'école, notamment dans le cadre de ce qui nous concerne aujourd'hui, des troubles 10. Donc je peux parler peut-être un petit peu de la psychomotricité quand même. Donc la psychomotricité est une profession paramédicale, donc qui se fait toujours sur une prescription d'un médecin. C'est une thérapie à médiation corporelle. Donc moi, évidemment, je vais vous parler un peu plus des enfants et des adolescents parce que c'est eux que je reçois beaucoup au centre. Mais c'est des enfants qui présentent des difficultés dans le développement sensoriel, moteur, comportemental. Et on s'appuie sur les domaines relationnels et émotionnels beaucoup. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'on désigne par des troubles 10 ? Enfin, quelles sont les principales formes aujourd'hui ? Donc déjà, on part sur l'étymologie du préfixe 10 qui signifie difficulté ou anomalie. Et donc ensuite, les troubles 10 dont on parle, c'est beaucoup, ce qu'on connaît le plus, c'est la dyslexie. C'est pour les troubles de la lecture. C'est souvent lié à une dysorthographie, une difficulté à automatiser, à intégrer vraiment l'orthographe des mots. La dysphasie, lui, qui est un trouble du langage oral. La dyspraxie, trouble plutôt dans l'organisation des gestes, un trouble des coordinations. Et enfin la dysgraphie, qui est une forme un peu spécifique de la dyspraxie, qui est vraiment sur le geste fin, du geste graphique, vraiment autour de l'écriture. Vraiment des difficultés, des enfants qui ont vraiment du mal à automatiser là aussi l'écriture, la vitesse de l'écriture, le sens de l'écriture. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui est important sur les 10, ce sont des difficultés qui sont durables dans le temps. Elles ont un impact variable selon l'intensité du trouble et selon la personne, évidemment, parce que chaque personne porteur de 10 est différent. Ces difficultés, elles sont présentes dès le début des apprentissages, mais selon leur intensité, effectivement, ne sont pas toujours bien repérées. Et est-ce qu'il y a des signes ou des manifestations un peu typiques de ces troubles dans le contexte scolaire ou celui de la formation ? Oui, alors on peut imaginer bien sûr que tout ce qu'on vient de dire là a un retentissement évidemment sur les apprentissages scolaires. On parle d'écriture, de lecture. Alors on a parlé, il y a la dyscalculie aussi qui est plus spécifique aux mathématiques. Donc évidemment, ça traverse tous les apprentissages puisque la lecture et l'écriture sont quand même à la base un peu de tout ce qu'on apprend à l'école. Oui, c'est d'ailleurs souvent l'école qui repère les premières fragilités d'un enfant en constatant justement le peu d'évolution des enfants dans leurs apprentissages. Alors que par ailleurs, ils développent des compétences tout à fait classiques, de bonnes compétences par ailleurs. Et en fait, c'est ça qui est un peu spécifique, c'est que dans le trouble 10, il n'y a pas de difficulté d'intelligence. Ce sont des enfants tout à fait dans la norme au niveau intelligence. Il n'y a pas non plus de déficit sensoriel, pas de trouble visuel, pas de trouble auditif qui expliquerait évidemment des difficultés dans l'apprentissage d'une lecture. Donc c'est vraiment des troubles un peu isolé comme ça. On se dit, tiens, pourquoi il y a ça ? Donc c'est vraiment là, dans ce cadre-là, qu'on peut parler d'un trouble 10. Vous, de votre côté, comment vous pouvez intervenir auprès d'un jeune ou d'un enfant qui peut être porteur d'un trouble 10 ? Alors moi, en tant que psychomotricienne, j'ai mes collègues pédopsychiatres, donc les médecins qui m'adressent les enfants, ou les psychologues également. Ils m'adressent plus particulièrement des enfants qui présentent des difficultés dans l'organisation gestuelle, ce que je disais tout à l'heure par rapport, moi c'est surtout des enfants dyspraxiques, ou s'ils ne sont pas diagnostiqués, on peut aussi parler de troubles praxiques. Donc la praxie, c'est vraiment l'ensemble des gestes. On m'adresse aussi les enfants qui ont des difficultés à écrire, à bien former les lettres. Et puis également, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les enfants qui présentent des troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité. Donc les enfants agités, les enfants qui ont des difficultés à se concentrer. Donc ça, c'est vraiment aussi un trouble TDAH, qui est un trouble qui a évidemment un impact sur les apprentissages.
Et quels sont les autres métiers qui peuvent intervenir dans l'accompagnement des personnes 10 aujourd'hui ? Effectivement, on est beaucoup de professionnels, notamment au CMPP, puisqu'on est une équipe pluridisciplinaire. Donc je pense évidemment aux orthophonistes, qui sont l'interlocuteur privilégié et bien reconnu, je pense, pour la plupart, pour les enfants présentant une dyslexie, une dysorthographie et la dysphasie, bien sûr, le trouble du langage oral. Et puis nous, les psychomotriciens. Alors c'est vrai qu'on retrouve aussi ces professionnels-là en libéral. Il y a beaucoup de gens qui vont en libéral pour rencontrer ces professionnels. Je pense aussi aux ergothérapeutes à qui on adresse souvent les enfants qui ont des troubles dysgraphiques qui sont un peu lourds et qui nécessitent à un moment donné le passage à l'ordinateur, où elles sont spécialisées, elles connaissent bien les logiciels, elles apprennent aux enfants l'utilisation de l'ordinateur. Il y a bien sûr les pédopsychiatres également et les psychologues qui sont très importants parce qui vont travailler auprès de l'enfant et de sa famille sur l'impact des difficultés à un niveau plus psycho-affectif et au niveau de la dynamique familiale, parce que tout ça a un retentissement sur la famille, parce qu'avant le diagnostic, des fois on peut penser que c'est un enfant qui travaille pas, qui fait pas d'efforts, donc ça peut générer des choses un peu compliquées au sein de la famille. Et il y a aussi tout un impact sur l'estime de soi, sur un plan de la dévalorisation narcissique. Ce sont des enfants qui peuvent se vivre comme étant des enfants nuls, bêtes, il y a tout ça, ils ont pu entendre aussi des choses parfois, et en fait c'est hyper important de retravailler là-dessus, leur expliquer ce trouble, qu'ils n'y sont pour rien et qu'ils vont être accompagnés, aidés pour faire avec ça. Et en fait, c'est pour aider aussi la famille à prendre conscience de tout ça. Et ça, c'est vraiment une part très, très importante aussi dans ce trouble, rassurer et accompagner. Est-ce qu'il y a des types d'aménagements ou des outils qui peuvent réellement faire la différence dans leur parcours éducatif ou professionnel ? Oui, bien sûr, mais ça va être difficile d'expliquer dans le détail parce qu'il y en a vraiment toute une quantité. Et c'est des choses qu'on retrouve notamment dans des documents qu'on retrouve assez facilement. Et je pense au document, le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé, qui suit l'enfant de l'élémentaire au lycée, qui va être évalué au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Et en fait, ce plan, il se co-construit au départ entre l'équipe enseignante et la famille, souvent. Et puis plus tard, on peut imaginer que le jeune adulte qui est étudiant, qui est devenu étudiant, qui a fait tout son parcours déjà avec son trouble, avec ses difficultés, il connaît bien ses difficultés, il sait de ce dont il a besoin. Et donc, ça peut être vraiment co-construit entre l'équipe enseignante ou un référent pédagogique spécialisé pour le handicap et puis l'étudiant. On a parlé tout à l'heure pour les personnes dysgraphiques, mais c'est également pour les personnes dyslexiques et dysorthographiques, l'utilisation de l'ordinateur. Donc c'est quelque chose, quand c'est mis en place dès l'élémentaire, par exemple, ça peut être très stigmatisant. La chance pour un étudiant, c'est que tous les étudiants ont un ordinateur, donc c'est vrai que c'est quelque chose en plus qui peut passer complètement inaperçu. Ensuite, il y a une chose importante, c'est souvent le temps majoré pour les examens, pour chaque évaluation, Donc le PAP, il regroupe un peu plein d'adaptations possibles qui vont concerner effectivement, on pense la police d'écriture, est-ce qu'il faut écrire plus gros, est-ce qu'il faut des documents écrits, est-ce qu'il faut un temps majoré pour la personne. Il y a plein de cases comme ça. Ne pas pénaliser les erreurs d'écriture, par exemple, dans une évaluation, diminuer le nombre d'exercices éventuellement, privilégier le mode oral. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc tout ça, ça fait un listing. Et ensuite, on peut cocher ce qui va être important et nécessaire pour l'étudiant. Pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner à l'ISME pour mieux accompagner ces étudiants présentant des troubles 10 ?
Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour l'ISME. Ça me semble déjà très important de pouvoir bien identifier l'étudiant qui va présenter un trouble 10 pour pouvoir évidemment bien l'accompagner ensuite. Je ne sais pas si dans le dossier d'inscription, par exemple, il y a vraiment un endroit où la personne peut spécifier ça. Après, évidemment, peut-être rencontrer chaque étudiant et est-ce qu'un outil comme ça, alors là, le PAP, il est peut-être plus très adapté pour les études supérieures, mais que l'école, l'ISME, puisse se créer son propre outil et puis évaluer avec l'étudiant, comme je disais tout à l'heure, qui se connaît bien, donc il peut savoir ce dont il a besoin, lui. Et comme ça, toute l'équipe enseignante est bien au fait. Ce document, il est transmis à chaque professeur, à chaque formateur, et tout le monde y a recours. Et ça, ce qui est très important, c'est de pouvoir se dire, il faut absolument que chacun garde bien ça en tête. Et c'est ça qui est compliqué aussi de personnaliser comme ça. C'est quelque chose qui est compliqué mais qui est hyper important. Et puis c'est important aussi pour l'étudiant de se sentir reconnu et qu'il n'ait pas besoin à chaque fois de le signifier, et puis de galérer, quoi. Merci beaucoup Valérie pour votre éclairage professionnel clair et bienveillant. Cela nous a permis de mieux comprendre et de mieux connaître les besoins des personnes atteintes de troubles 10, ainsi qu'à promouvoir une pédagogie plus inclusive. J'espère. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Si vous vous reconnaissez dans un des troubles 10, nous vous encourageons à vous rapprocher d'un professionnel de santé afin de vous apporter un accompagnement adapté à votre particularité.